France Info, notre invité Aurélien Taché, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise, Emmanuel Macron qui veut donc étendre l'interdiction des smartphones au lycée après les collèges. C'est un enjeu de santé publique, a dit le chef de l'État. Il y a urgence selon vous? Oui, il faut évidemment traiter ce sujet avec beaucoup d'attention, dès le plus jeune âge d'ailleurs, parce qu'on a malheureusement des enfants qui vont de plus en plus tôt sur les écrans, donc pourquoi pas, discutons de cette proposition. Il y a un véritable enjeu aussi par rapport à la désinformation, c'est ce qu'évoquait Emmanuel Macron lorsqu'il a rappelé toutes les fake news qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux concernant son épouse. Le danger, il vient notamment de la Russie, selon vous? La désinformation, aujourd'hui, moi je crois qu'il faut surtout avoir de l'éducation à l'information et aux nouveaux médias dès le plus jeune âge. Je pense que ça serait intéressant d'avoir ça de manière beaucoup plus importante. Bien sûr qu'il y a des puissances comme la Russie qui peuvent ingérer dans la désinformation, mais je crois que le sujet est quand même beaucoup plus large que ça. On a même d'ailleurs aussi des gens qui sont d'une autre génération, qui n'ont pas forcément été éduqués à ces médias-là, qui peuvent avoir du mal à démêler le faux du vrai. Après, attention aussi, parce que c'est vrai que quand l'État se mêle directement de dire ce qui est vrai ou non, ça peut aussi susciter des interrogations. Donc Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est le mieux placé pour lancer ce chantier-là. On voit que ça suscite beaucoup de questionnements, mais il y a un vrai sujet de société à s'emparer de la question de la désinformation, ça c'est évident. Peut-être que c'est aussi le rôle, du président de la République, en tout cas des politiques, de donner des outils aux citoyens pour lutter contre. Le chef de l'État qui souhaite mettre en place un référé, notamment pour que les juges puissent statuer, décider en l'urgence face à des fake news, par exemple. Écoutez, quand c'est un mécanisme qui permet de saisir la justice, pouvoir indépendant, je trouve qu'effectivement, là, on est dans quelque chose de plus intéressant. Mais à plusieurs reprises, Emmanuel Macron a voulu, finalement, avec ses états généraux de l'information, avec tout un tas d'initiatives de ce type-là, donner le sentiment qu'il pourrait vouloir renforcer, finalement, le contrôle du gouvernement ou de l'État sur l'information. Et ça, à mon avis, c'est pas la bonne manière de faire. Par contre, quelque chose qui permet aux juges d'être saisis, oui, là, je trouve qu'on est plus dans une logique intéressante. Vous avez le sentiment que c'est une manière pour l'État de contrôler l'information, ce qu'il propose, ou c'est plutôt un outil à la disposition des citoyens? Pas cette, comme je viens de vous le dire, le référé, non, ça c'est, vu que c'est la justice, c'est indépendant, la justice, on n'a pas la crainte d'un contrôle politique de l'information, ce qui pouvait être le cas dans certaines de ces initiatives ou discours qui avaient d'ailleurs choqué beaucoup de journalistes à l'époque. Emmanuel Macron qui souhaite également, il a annoncé la veille avant-hier la mise en place d'un service national purement militaire. C'est indispensable, là aussi, face à la Russie menaçante. Justement, le présenter comme ça, pour moi, est vraiment une part du problème. La Russie ne menace pas la France aujourd'hui. Il ne faut pas laisser dire ça. Ça aussi, c'est de la désinformation. On a effectivement un conflit en Ukraine qui est terrible. On a Vladimir Poutine qui a agressé l'Ukraine en 2022 et on doit soutenir le peuple ukrainien. Mais on ne doit pas faire peur aux Français en leur disant que finalement, la Russie serait sur le point d'arriver jusqu'ici ou autre. Et annoncer un service militaire volontaire dans ce contexte-là, à mon avis, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Pardon, Aurélien Taché, mais vous dites que la Russie ne menace pas la France, mais la Russie menace l'Europe. En tout cas, Vladimir Poutine ne s'en cache pas. Il y a aussi un certain nombre de notes de renseignements. On voit également ce qui a fuité du côté de nos voisins allemands. On s'y prépare sérieusement. Il y a une confrontation hybride, ça c'est sûr. Vous m'avez tout à l'heure interrogé sur le fait de savoir s'il y avait une part d'ingérence sur tout ce qui est information, Internet ou autre. C'est très clair. Il y a la tentation de M. Poutine de déstabiliser par différents canaux. Expliquer qu'il y aurait l'armée russe qui pourrait arriver en France, ou qui pourrait... ça c'est faux, c'est totalement faux. Et expliquer que la réponse serait d'envoyer nos jeunes, comme l'a dit le chef d'état-major des armées, soit au service militaire, soit ensuite directement dans le cadre d'un conflit comme celui-ci, c'est extrêmement préoccupant d'avoir de telles déclarations. Non, c'est faux, on n'a pas à anticiper le fait d'aller sacrifier les enfants français pour se battre contre les Russes. Aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Il faut en revanche investir dans notre cyberdéfense, il faut investir dans notre diplomatie, il faut aussi investir dans notre armée. Mais je rappelle que nous avons quand même en France la dissuasion nucléaire pour faire face à tous les types de menaces. Il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas non plus avoir un discours anxiogène qui viserait à finalement dire que la guerre est à nos portes et qu'elle est inévitable. Elle est toujours évitable, la guerre, si on s'en donne les moyens. Et moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, annoncer un service militaire dans ce contexte-là soit quelque chose qui soit une bonne nouvelle. Nous, on n'est pas opposé par principe à des formes d'engagement. On défend à la France Insoumise d'ailleurs une conscription citoyenne qui permettrait aux jeunes de s'engager dans différentes options, soit pour lutter contre, dans le cadre de la protection civile, dans le cadre de la police de proximité, dans le cadre de l'armée, mais pas quelque chose qui est présenté comme « allez, on va mettre tous les jeunes à l'armée parce qu'il va falloir aller faire la guerre contre les Russes ». Vraiment, cette façon de faire à 1 an de la fin de son mandat d'Emmanuel Macron est très préoccupante. Vous avez le sentiment que c'était une manière pour le chef de l'État d'exister finalement, avec ce grand débat
s'est tourné partout en France. Oui, j'ai le sentiment un petit Il n'est peu. pas un peu dans son rôle aussi en tant que chef des armées pour, je n'allais pas faire peur, hein, mais en tout cas se porter en tant que garant de l'unité de la nation et de la sécurité du pays. Je préfère en tout cas que ce soit lui qui le fasse que le chef d'état-major des armées, parce que pour l'instant, il est encore président de la République, et donc c'est vraiment aux politiques d'être capable de mener ce débat-là. Ce n'est pas à l'armée elle-même de le mener. En revanche, j'ai le sentiment que, comme sur d'autres sujets, Emmanuel Macron cherche à tout prix, finalement, dans cette fin de règne un peu difficile pour lui, à exister. Et je pense que sur des sujets aussi graves, il faut vraiment faire attention. Nous avons besoin d'un débat sérieux sur la défense de la France. Un débat sera organisé, je crois, à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Tant mieux, c'est une bonne chose. Nous avons besoin effectivement de ne pas être naïfs face aux différentes menaces, mais nous n'avons pas besoin non plus de quelque chose qui soit de l'ordre d'un espèce de discours idéologique et anxiogène. On a souvent, vous savez, dans les fins de mandat présidentiel comme ça, des présidents qui essayent un peu d'exister par rapport à la scène internationale ou sur des grands sujets comme ça pour ne pas disparaître du champ médiatique. Ça me semble quand même être une très mauvaise raison d'aborder ce type de débat aussi sérieux de la manière dont il le fait. À la faveur de votre niche parlementaire, les députés ont approuvé ce jeudi, en première lecture, une proposition de loi visant à nationaliser les activités françaises du sidérurgiste ArcelorMittal. Le texte adopté par 127 voix contre 41. Il a reçu le soutien de la gauche, insoumis, socialiste, écologiste et communiste. Le gouvernement a clairsemé à l'Assemblée a voté contre, le RN s'est abstenu. Il y a peu de chances que la proposition survive finalement au passage au Sénat. Écoutez, on va voir. Moi, j'aimerais que les sénateurs expliquent aux Français si, alors qu'ils disent, comme beaucoup de responsables politiques, qu'ils sont favorables à la réindustrialisation de la France, ils sont prêts à laisser tomber ArcelorMittal. Si on ne nationalise pas aujourd'hui ArcelorMittal, on sait que M. Mittal ne veut plus investir, et c'est donc 80 000 emplois menacés, et l'industrie des industries, parce que c'est ça, l'acier, qui n'aura plus aucune usine en France. On a besoin d'avoir de l'acier en France pour fabriquer des voitures, pour fabriquer des avions, pour fabriquer tout ce qu'on sait très bien faire. Donc cette proposition, elle est extrêmement importante et j'espère que le Sénat l'entendra. On a besoin d'acier en France, mais ce que l'on constate, c'est qu'en tout cas, l'acier provient de plus en plus de la Chine. Oui, parce qu'effectivement, on a une production qui est de moins en moins forte et que M. Mittal n'a pas investi dans la décarbonation de l'acier. C'est ce qu'il faut faire et il faut mettre en place des propositions pour faire en sorte que nous soyons obligés d'acheter davantage local, et y compris l'acier. C'est ce que nous proposons, nous, à la France Insoumise. Nous avons toute une politique cohérente qui permettrait à la fois de sauver notre industrie et effectivement d'avoir cette idée qu'on achète plutôt local et décarboné. C'est tout ça qu'il faut faire et j'espère que les sénateurs l'entendront. Le gouvernement qui s'est positionné contre la nationalisation, ça coûterait trop cher. Ce n'est pas parce que l'État va faire un chèque de 3 milliards qu'on va changer la compétitivité. C'est ce que dit le ministre de l'économie, Roland Lescure. Vous lui répondez quoi ? Je lui réponds que c'est un choix politique et que pour nous, sauver 80 000 emplois, et quand on voit à quel point les ouvriers et le mouvement de la CGT Nord s'est battu pour garder ces fourneaux ouverts, quand on voit dans tous les différents territoires comment ces usines et comment ArcelorMittal font vivre une industrie en France, je lui dis que c'est quelque chose qui doit être regardé et encore une fois, avoir de l'acier produit ici pour fournir à nos autres industries, c'est toute une chaîne vertueuse qui peut s'enclencher si vraiment on veut réindustrialiser. Monsieur Lescure, il devrait vraiment se préoccuper du fait que les emplois industriels sont en train de rebaisser en France. On a encore plus de suppression d'emplois industriels qu'on a de création. Ce n'est pas en laissant tomber ArcelorMittal, qui encore une fois, je le répète, c'est l'acier, c'est l'industrie des industries. Les autres industries ne peuvent pas produire, ou très peu, sans acier, que nous allons réenclencher une vague de réindustrialisation en France. Donc il faut parfois faire des choix politiques. Nous proposons vraiment d'avancer dans cette direction-là. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale l'a voté. C'est historique. Mais une fois qu'ArcelorMittal sera nationalisé, comment est-ce que vous allez inciter ou obliger une entreprise comme, je ne sais pas, un Renault, un constructeur, je peux citer aussi PSA, à utiliser l'acier d'ArcelorMittal nationalisé plutôt que d'un aciériste chinois qui va vendre X% moins cher? Écoutez, j'entends que même aujourd'hui à la Commission européenne, on commence à avoir des réflexions sur le fait qu'il faut peut-être faire évoluer la réglementation pour qu'on puisse privilégier l'achat local, pour qu'on puisse subventionner les industries stratégiques. Donc moi, je vous le disais, c'est toute une politique qu'il faut mettre en place. Il faut faire cette nationalisation, puis ensuite il faut... Il y avait une politique de soutien, justement, l'État qui avait prévu d'investir 850 millions d'euros pour justement décarboner, notamment le site de Dunkerque, 1,8 milliard. Au départ, le plan de l'investissement, c'était 1,8 milliard. Oui. Et au final, on voit que ça a capoté. Parce que le propriétaire, M. Mittal, ne veut pas réinvestir. Donc si l'État nationalise, il va pouvoir mener sa politique de décarbonation. Et ensuite, à nous de faire évoluer la réglementation pour que ces entreprises comme Renault et autres soient aussi obligées d'acheter local et vert. C'est toute une politique de planification écologique qu'il faut mettre en place et que nous défendons à la France Insoumise. Et si on gagne en 2027, on pourra appliquer cette politique dans son ensemble. Quand on voit que la production européenne a baissé de 20%, les importations chinoises ont augmenté de 20%. Est-ce que l'enjeu ne serait pas plutôt de se battre au niveau européen
contre l'importation massive de... Mais ça, c'est un petit peu incantatoire. Dans l'hémicycle, on entendait beaucoup des rangs du bloc central, mais qu'est-ce que ça veut dire, se battre au niveau européen? Aujourd'hui, l'Europe ne se donne pas les moyens, finalement, d'avoir une politique de protection de nos industries. Vous savez, même M. Trump l'a fait, hein, et il a été élu en grande partie là-dessus. Donc, ayons une politique cohérente de bout en bout, de planification écologique, et effectivement, nous ferons bouger aussi les règles au niveau européen quand nous serons au pouvoir, parce qu'il le faudra. Allez, il nous reste 30 secondes, dernière question concernant les municipales. La France Insoumise qui souhaite des candidats un peu partout, j'allais dire 100% dans les villes de plus de 100 000 habitants, 3/4 des villes de 30 000 habitants. Est-ce que votre démarche ne risque pas de faire perdre des communes et des socialistes et des écologistes? Non, mais nous, notre démarche, c'est qu'on est des villes insoumises. Et vous verrez que quand on sera en tête du premier tour, nous tendrons la main à nos partenaires de gauche. Eux disent déjà qu'ils ne le feront pas avec nous. Nous le ferons. Nous allons juste passer devant eux au premier tour pour pouvoir faire des villes insoumises. Merci infiniment, Aurélien Taché, d'avoir Merci. été avec nous ce matin sur France Info. Restez avec nous, les informés de l'Écho.